vous le savez, on fait le point de l'actualité en Israël avec notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine, qu'on va retrouver dans quelques instants. On va évidemment parler de ce qui se passe sur le terrain avec ce bébé israélien qui a été blessé en Judée-Samarie, un Palestinien qui a lancé une pierre sur la voiture apparemment où il se trouvait. Et puis cette série de frappes israéliennes hier soir en Syrie contre le gouvernorat de Deraa dans le sud du pays. On essaye de joindre Pascal Sunshine, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'actualités du nord au sud et au sud aussi dans la bande de Gaza. Les soldats de Tsahal qui ont dû ouvrir le feu contre des terroristes en train d'installer des explosifs. Pascal Sunshine, bonjour. Bonjour Ilana. Merci Pascal d'être avec nous. Effectivement, je le disais, beaucoup d'actualités sur le terrain. Peut-être qu'on va commencer par ça, avec ce bébé israélien qui a été blessé, notamment hier en Judée-Samarie. Oui, une voiture israélienne a été caillassée dans le nord de la Cisjordanie. La jeune israélienne qui était au volant a été blessée, ainsi que son bébé âgé de 2 mois. Blessure heureusement légère, mais qui souligne encore évidemment la tension permanente terroriste à l'intérieur de la Judée-Samarie. Alors, au-delà évidemment de cette menace terroriste, il y a aussi ces frappes que mène Israël à l'extérieur de son territoire et notamment en Syrie, Pascal. L'aviation de Tsahal a effectué hier soir et cette nuit des dizaines de frappes dans le sud de la Syrie contre des objectifs de l'armée d'Assad, dont des stations radars, des installations de défense antiaérienne, des postes de commandement et des dépôts d'armes. Il faut rappeler que depuis la chute du régime du dictateur syrien à la fin du mois de novembre, Israël a entrepris de détruire un maximum de capacités militaires de la Syrie pour qu'elle ne tombe pas entre les mains de groupes hostiles. Hier, après l'annonce du massacre de plus de 800 Syriens de la minorité alaouite par le nouveau régime d'Ahmed Acharé, le ministre israélien de la Défense avait affirmé que le nouveau leader syrien avait dévoilé son vrai visage, des propos dénoncés par l'intéressé. Hier, on a également vu que Ahmed Acharé avait conclu un accord avec les forces kurdes pro-américaines qui seront intégrées à la nouvelle armée syrienne. Donc évidemment, Israël suit de très près tout ce qui se passe à la frontière syrienne. Pour l'instant, il n'agit pas directement sur ce qui se passe. Pascal, vous le dites, ces massacres qui ont lieu depuis quelques jours maintenant. Oui, c'était évidemment ce que l'on craignait après la chute de la dictature d'Assad, c'est que les affrontements interethniques et intercommunautaires reprennent à l'intérieur de la Syrie, qui reste encore extrêmement fragile, et évidemment une situation qu'Israël suit de très près. On se rappelle que Tsahal a pris position dans la zone tampon de la ligne de cessez-le-feu le long du Golan et sur le versant syrien du mont Hermon depuis le début du mois de décembre. Et alors sur le front nord, toujours au niveau de la frontière avec le Liban, comment ça se passe? On sait que ces derniers jours, je crois que Tsahal a ciblé des terroristes du Hezbollah. Des écoles ont pu être ouvertes à nouveau par ailleurs après 16 mois de guerre. Comment ça se passe, Pascal, de ce côté-là? Alors, parallèlement, donc il y a 2 éléments. D'abord, les 60 000 Israéliens évacués des localités de Haute-Galilée dès le 8 octobre commencent maintenant à rentrer chez eux. L'activité redémarre. Les écoles, donc vous l'avez dit, ont été rouvertes. Alors, ça n'est pas encore toute la population qui remonte, étant donné qu'il y a d'abord évidemment énormément de travaux de réfection à entreprendre à cause des dégâts causés par la guerre, mais aussi évidemment la crainte que le cessez-le-feu conclu avec le Liban, donc avec le Hezbollah, ne tienne pas sur la durée. Et on voit que Tsahal reste extrêmement vigilant dans le cadre de cet accord de cessez-le-feu pour enrayer toute tentative du Hezbollah de se réarmer, de relancer des attaques contre Israël. Depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu à la fin du mois de novembre, Israël a éliminé plus de 80 miliciens du Hezbollah, dont des responsables locaux, et à chaque fois d'ailleurs sans réaction de la part du Hezbollah. Donc on voit pour l'instant en tout cas que la dissuasion militaire israélienne fonctionne. Alors, il y a ce qui se passe au nord, évidemment, il y a ce qui se passe en Judée-Samarie, et puis à Gaza aussi, les soldats de Tsahal ont dû ouvrir le feu hier contre des terroristes du Hamas, Pascal. Là encore, des incidents qui se multiplient alors qu'on est maintenant dans cette phase intermédiaire de la trêve, mais où on voit que le Hamas tente lui aussi de se réorganiser,
de poser des mines, de réorganiser ses forces, d'acheminer des armes, notamment par voie de contrebande, y compris d'ailleurs avec l'aide de groupes mafieux dans le Negev qui font passer des groupes mafieux bédouins qui font passer des drones vers la bande Gaza avec des armes pour le Hamas. Donc là aussi, vigilance constante des forces de sécurité israéliennes. Et alors, on parle évidemment de ce qui se passe dans la bande de Gaza. C'est important de parler, alors on l'évoquait hier, de cette coupure d'électricité dans la bande de Gaza. Aujourd'hui, des familles d'otages demandent à ce que l'électricité soit rétablie parce qu'elles considèrent que ça peut mettre en danger les otages, les 59 otages qui sont toujours à Gaza, Pascal. Ce que les familles redoutent, évidemment, ce sont des mesures de rétorsion de la part des terroristes du Hamas contre leurs proches toujours détenus à Gaza, qui explique évidemment leur inquiétude parfaitement légitime, de même que les familles réclament la conclusion d'un accord global qui permette la libération, le retour des 59 otages en une seule fois et non pas étalé sur des semaines avec le risque à nouveau que d'autres otages restent en arrière avec tous les dangers que cela représente. Il faut rappeler qu'il y a toujours 59 otages détenus à Gaza, dont 24 sont considérés en vie. Et alors en ce moment, il y a ces négociations qui ont lieu au Qatar, à Doha, avec le Hamas, avec les États-Unis. À quoi s'attendre là dans les prochaines heures, Pascal ? Dans les prochaines heures, difficile à dire. En tout cas, la délégation israélienne est arrivée hier soir à Doha avec un mandat réduit pour le moment, discuter avec les médiateurs des modalités d'une prolongation de la trêve en vue d'obtenir de nouvelles libérations d'otages. Steve Witkoff doit aussi se joindre aux discussions et l'émissaire du président Trump veut activer le processus. Il faut fixer une date butoir pour un accord sur la deuxième phase de la trêve. Les otages sont détenus dans des conditions inacceptables et le Hamas n'a pas d'autre choix rationnel. Il devra désarmer et ses chefs devront quitter Gaza, a affirmé l'émissaire du président américain. Et on y reviendra avec vous, évidemment, Pascal Sunshine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Rendez-vous tout à l'heure à 7h26, heure française.